Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Mon nom, mais vous commencez à le connaître, est Serge Carrel. Je suis responsable du Free College, la formation d'adultes de l'AFRE, la Fédération romande d'églises évangéliques. On a la joie, avec le mouvement Stop Pauvreté et le Free College, d'organiser ensemble et de vous proposer ce cours Just People par Zoom. Alors, ce cours vise à promouvoir dans le milieu chrétien, mais plus spécifiquement dans le milieu évangélique, la réflexion sur les grandes questions actuelles de justice nord-sud, mais aussi de justice climatique. Alors, jusqu'ici, nous avons eu l'occasion d'organiser 2 soirées Zoom dont vous pouvez retrouver les vidéos sur l'Afri TV, c'est la page YouTube de l'Afri. Alors, lors de la deuxième soirée, nous avons accueilli Michael Gonin, qui est professeur d'éthique à la HET Pro, la Haute École de Théologie protestante de Saint-Légier, au-dessus de Vevey, et il nous a parlé des fondements bibliques pour un engagement éthique face aux grandes questions de justice sociale et de crise climatique d'aujourd'hui. Si vous souhaitez lire un écho de cette soirée, donc avec Michael Gonin, Claude-Alain Belair, qui est le rédacteur responsable du journal Vivre, a rédigé un compte-rendu que vous pouvez lire sur lafré.info qui s'intitule Cours Just People 2, la justice, une question relationnelle. Et Boris Kruteny, qui est l'administrateur du cours, vous met le lien si jamais dans la rubrique Discuter. Merci beaucoup, Boris. Benjamin Gass, bienvenue. Bonsoir Serge. C'est top que tu sois là. Tu es le directeur général de Morija, donc une ONG forte d'une quarantaine d'années d'expérience qui a son siège au Bouvray en Valais, qui s'intéresse plutôt à l'Afrique et notamment à certains pays de la zone sahélienne. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qui t'a conduit à reprendre la direction de cette ONG? Alors, tout d'abord, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être présent parmi vous ce soir. Alors, je travaille pour l'association Morija depuis 2009. Le temps passe maintenant, donc j'ai une formation initiale sciences de l'éducation. J'ai enseigné quelques années et j'ai souhaité associer cette compétence d'enseignant à la mission, à la coopération au développement. Et j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler pour Morija en 2009 comme assistant de projet pour des projets d'éducation communautaire dans le sud du Tchad. Et puis j'ai petit à petit évolué pour reprendre la direction de Morija depuis janvier 2021 maintenant. Et qu'est-ce qui te motive à être impliqué comme ça dans l'aide, dans l'accompagnement de projets dans des pays du Sud? Alors, moi, je pense que j'ai, de par, peut-être mon histoire et puis mes appétences naturelles, toujours souhaité, en quelque sorte, aider, accompagner, les personnes, au sud et puis, ce qui me motive particulièrement, c'est de travailler avec les communautés. C'est-à-dire d'avoir une approche vraiment, participative. Ce que je préfère le plus dans mon travail, c'est de me retrouver, dans les villages au fin fond, de la brousse, au Burkina ou au Tchad et puis de prendre le temps de se mettre, en cercle ou, à genoux avec les bénéficiaires, avec les communautés, les villageois pour discuter de leurs problèmes et puis d'identifier des solutions ensemble. Et c'est vraiment ce qui me motive, c'est, la manière, pas seulement d'aider, mais de comment aider et de la méthodologie aussi me motive beaucoup. Alors, on va t'entendre tout à l'heure, à la fois dans une vidéo, mais aussi dans une interview que nous conduirons ensemble. Donc, à l'occasion de cette 3e soirée du cours Just People par Zoom, il est important de rappeler que nous aborderons les chapitres 3 et 4 de cette brochure qui nous accompagne. Alors, c'est vrai que si vous n'êtes pas encore en possession de cette brochure, vous pouvez la commander. Boris Kroteny va mettre un lien qui vous permettra de commander cette brochure et d'en bénéficier au plus vite, on espère, d'ici le début de la semaine prochaine. Et c'est vrai que si vous vous inscrivez au cours, ça nous permet aussi de garder un peu le contact avec vous et de vous envoyer par rapport à chacune des soirées le lien où vous connectez et puis en même temps aussi de vous donner quelques informations complémentaires par rapport à la dynamique de notre cours. Donc, sachez aussi que il y a à la fois la brochure comme support écrit, mais sur le site de Stop Pauvreté, le cours est aussi décliné en chapitres et il y a quelques éléments supplémentaires que vous pouvez télécharger et qui sont vraiment
intéressants. Donc, vous pouvez aller sur le site stoppauvreté.ch, /CJP, /chapitre, en l'occurrence 3 ou 4. Et puis là, si on vous demande un mot de passe, c'est le mot justice qui doit être mis, justice avec un J minuscule. Voilà, si jamais vous avez des ennuis techniques lors de cette soirée et puis que vous souhaitez rattraper le coup, c'est possible de retrouver la vidéo de Benjamin Gass qui est déjà en ligne sur le site de l'Afri TV. Notre soirée va se dérouler un peu comme d'habitude. On va prier, puis nous visionnerons l'émission numéro 3 de la série Just People, s'exercer à la justice, aimer son prochain et avancer avec Dieu. Cette émission, je le rappelle, a été réalisée dans le cadre de Dieu TV, qui est en partenariat avec le cours. Dieu TV, c'est une chaîne de télévision chrétienne qui a son siège à Yverdon-les-Bains. Après cela, donc après la diffusion de la vidéo, nous commencerons l'animation à proprement dit en travaillant quelques questions avec Benjamin Gass. Puis dans un troisième temps, on ouvrira la discussion. Vous pourrez intervenir, soit poser des questions via la rubrique discuter ou bien alors intervenir en direct dans le cadre de ce lien Zoom, de cette soirée Zoom que nous avons ensemble. Je conseille au groupe des églises de nous quitter après l'échange avec Benjamin pour que vous puissiez avoir votre propre dynamique. On le verra au final, ça vaut vraiment la peine d'essayer de créer des liens entre vous. On aura, on vous le dévoile déjà, on aura au final une fête à préparer et c'est vrai que cette fête, elle se vivra vraiment bien dans les groupes qui se seront constitués dans le cadre des églises et ça permettra là vraiment de travailler ensemble à la réalisation de quelque chose d'un peu original. Donc n'hésitez pas, les groupes dans les églises, à nous quitter après l'échange avec Benjamin et à tenter de travailler les questions qui ont été envoyées aux responsables normalement et qui se trouvent également à la page 60 de la brochure. Donc n'hésitez pas à regarder ces questions sur cette page-là. On envisage par rapport à chacune des soirées de terminer notre temps à 21h30. C'est un peu la règle dans ces soirées Zoom, que voilà, on ne prolonge pas trop, mais on se ménage la possibilité pour ceux qui sont intéressés de continuer à discuter un moment avec notre invité, donc Benjamin Gass, ce soir, de manière plus informelle, autour de questions peut-être qui n'auront pas été évoquées durant la soirée par vous, les participants. Premier élément maintenant, je vous invite à prier. Nous voulons ensemble, c'est une soirée chrétienne, nous voulons ensemble nous en remettre à la grâce de Dieu pour son inspiration et sa conduite au travers de cette soirée. Nous prions. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour la communauté d'apprentissage que nous constituons. Nous voulons, Seigneur, au travers de cette soirée, te déclarer notre Seigneur, notre Sauveur, et aussi celui qui nous met en mouvement par rapport aux questions que nous allons aborder. Nous te demandons, Saint-Esprit, de nous inspirer, de nous conduire et de permettre à ce que vraiment nos communautés puissent être des lieux originaux dans lesquels toutes ces questions de justice sociale, de justice climatique puissent être développées, puissent être approfondies. Tout cela en étant disciple de ta personne, en étant disciple de Jésus, afin de rayonner autour de toi de ton espérance. Viens à notre aide, Seigneur, pour cette soirée, nous en avons besoin. Amen. Voilà, je demande à Boris Creteny maintenant de diffuser la vidéo depuis Genève. Il a une bonne connexion Internet et ça devrait bien se passer. Boris, à toi de jouer. Bonjour, bienvenue dans Vitamine B, l'émission qui apporte du tonus à votre lecture de la Bible. Dans quelle situation sera notre monde en 2030 ? À moins d'être devin ou prophète, difficile de le prédire. Cependant, la situation du monde actuel, secouée par de nombreuses tensions et crises, n'est guère encourageante et ne nous rend pas optimistes. En 2015, cet optimisme a été un des moteurs de l'élaboration de l'agenda 2030, qui a l'ambition de rendre le monde plus juste et de permettre à tous les habitants de vivre dignement. C'est à cet agenda 2030 qu'est consacré ce nouveau chapitre du cours Just People.
chapitre durant lequel nous nous intéressons aux enjeux globaux et complexes qui animent notre planète, avec la volonté à la fois de les comprendre, mais également de nous positionner en agissant concrètement. En tant que disciples de Christ, nous verrons comment cet agenda 2030 questionne le rapport à notre monde, le rapport à notre Dieu, mais également à notre prochain. Programme de réflexion qui fait écho au livre de Michée et au mandat que nous confie Dieu. Je lis dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8, dans la version Parole de vie. « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain, faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Pour nous emparer de ce mandat, je propose une démarche qui vise une foi en action et qui s'appuie sur 4 postures. Premièrement, comprendre. Deuxièmement, prendre conscience. Et enfin, prendre position et agir. Comprendre. Pourquoi un agenda universel pour ne laisser personne de côté? En 2015, 700 millions de personnes vivent toujours sous le seuil international de pauvreté fixé à 1,90 $ par jour. Pour remédier à cette situation d'injustice et créer l'agenda 2030, son objectif est simple, éradiquer totalement la pauvreté d'ici 2030. L'agenda 2030 est un accord politique international qui a été signé par 193 chefs d'État, membres des Nations Unies. Il a donc une forte dimension symbolique, mais également politique. Le secrétaire général de l'ONU, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, déclare à la tribune lors de l'adoption de ses objectifs de développement durable, je le cite, « Nous devons agir tous et partout. Ces 17 objectifs de développement durable sont notre guide, une liste de tâches pour les gens et la planète et un modèle de réussite. » L'agenda 2030 fixe à la fois un cap, mais est également une feuille de route. Il se compose de 17 objectifs de développement durable, eux-mêmes déclinés en 169 cibles, couvrant pratiquement toutes les questions de société. Dans leur travail quotidien, les organisations non gouvernementales ou les associations humanitaires s'appuient sur ces ODD qui constituent en quelque sorte le cadre conceptuel de leur action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces objectifs sont pensés de manière intégrale. C'est à mon sens un point très important. La pauvreté est rarement le résultat d'une seule cause, mais souvent la combinaison de plusieurs facteurs. Les solutions doivent donc être également réfléchies de manière globale. Pour illustrer ce point particulièrement important, à mon sens, je m'appuierai sur le travail réalisé par l'association Morija, pour laquelle je travaille, qui est notamment active au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un petit pays enclavé d'Afrique subsaharienne qui compte parmi les plus pauvres de la planète. Cela se caractérise notamment par un fort taux de malnutrition et de mortalité infantile, par un faible taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que par une forte insécurité alimentaire liée à une faible production agricole. Or, les 3 problématiques sont fortement imbriquées. Dans notre action, nous encourageons fortement l'allaitement maternel, qui est reconnu comme la meilleure source d'alimentation pour le nourrisson. Au cours de la première année de la vie du bébé, l'alimentation va être peu à peu diversifiée avec l'introduction de bouillies. Or, si l'accès à l'eau potable n'est pas garanti, l'eau contaminée pour utiliser les bouillies va être responsable assez rapidement de diarrhée, qui peut avoir des conséquences dramatiques pour le jeune enfant. Par ailleurs, dans les régions sahéliennes, les effets du dérèglement climatique impactent fortement les agriculteurs burkinabés ou d'autres pays de la sous-région. Au Burkina, les familles consomment ce qu'elles produisent. On pratique ce qu'on appelle une agriculture familiale et une diminution des rendements a des conséquences directes
sur la sécurité alimentaire du foyer. La maman qui attend son bébé n'arrive plus à s'alimenter en quantité et en qualité, et à la naissance du nourrisson, elle aura des difficultés à allaiter et introduira rapidement une alimentation solide. Cela nous ramène à la problématique d'un sevrage trop précoce et de l'accès à l'eau potable. Face à cette situation, le père de famille va essayer de trouver des solutions, notamment en cultivant davantage de parcelles. Il va mobiliser davantage la main-d'œuvre familiale. Les enfants seront d'abord déscolarisés pendant les travaux champêtres, puis abandonneront peu à peu l'école. Moins éduqués, déjà prisonniers de la pauvreté, ils auront peu de perspectives d'avenir, mais seront malheureusement aussi plus réceptifs aux messages extrémistes qui plongent de nombreux pays sahéliens dans la violence et l'insécurité. Alors le tableau que je vous livre ici est assez triste et désespérant, mais il correspond à la réalité vécue quotidiennement par des millions de personnes. Des millions de personnes qui sont enfermées dans la spirale de la pauvreté. Et c'est cette spirale de la pauvreté que les objectifs de développement durable et l'agenda 2030 voulaient casser. Prendre conscience. En 2024, quel bilan à quelques années de 2030 ? Indéniablement, l'agenda 2030 a eu le mérite d'enclencher un mouvement de lutte universel de lutte contre la pauvreté, en fixant un cadre détaillé et cohérent pour atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. On peut dire que c'était un mouvement unique et inédit dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, à partir de 2015, les premiers résultats ont été fort encourageants, avec la diminution ou l'amélioration de nombreux indicateurs. Mais à partir de 2020, un événement planétaire que nous connaissons tous a enrayé cette dynamique. La pandémie mondiale de Covid-19 a infligé à la pauvreté son plus grand revers depuis des décennies. La pandémie a fait basculer plus de 70 millions de personnes dans l'extrême pauvreté à la fin de l'année 2020, ce qui porte le total mondial à plus de 800 millions de personnes vivant sous le seuil international de pauvreté aujourd'hui même. Il y a donc aujourd'hui plus de personnes sous le seuil de pauvreté qu'en 2015. Face à ce constat, l'ONU reconnaît désormais que l'ambition d'éradiquer la pauvreté ne sera pas atteinte en 2030, faute de moyens et de ressources suffisantes. C'est ce dont témoigne Antonio Gutiérrez, le secrétaire général actuel des Nations Unies. Personnellement, ce sentiment d'impuissance m'attriste profondément. Comment peut-on admettre ne pas pouvoir éradiquer la pauvreté dans un monde aussi développé et qui n'a jamais autant généré de richesses et de biens ? En 2015, le produit intérieur brut mondial s'élevait à environ 75 000 milliards de dollars américains. En 2023, il a franchi le cap des 100 000 milliards de dollars. Notre monde est en tension et en contradiction, et l'agenda 2030 en est l'illustration. D'un côté, l'humanité a identifié le problème de la pauvreté, ainsi que les moyens de l'éradiquer, mais de l'autre, elle poursuit un modèle de développement qui ne fait qu'accroître et renforcer les inégalités contre lesquelles elle souhaite lutter. En préparant cette intervention, j'ai découvert l'artiste turc Ugur Galen, qui par son art illustre cette contradiction par de formidables photomontages. Ces photomontages qui mettent en évidence les contrastes révoltants de notre monde. Ces photos nous interpellent et nous questionnent. Prendre position et agir. En tant que chrétiens, à la fois dans le monde et hors du monde, sommes-nous bien conscients de cette réalité et de cette tension ? Sommes-nous prêts à questionner nos modes de vie, prêts à les faire évoluer pour aller à la fois vers moins de pauvreté, mais également vers plus de prospérité partagée ? Les objectifs de développement durable
offre un très bon point de départ. Mais demeure une démarche humaniste dont le diagnostic et les solutions manquent cruellement de fondement spirituel. Le diagnostic de départ ne fait pas écho à notre monde déchu qui a séparé l'homme de Dieu, et la solution n'évoque pas notre besoin d'être réconcilié avec Dieu, réconciliation offerte par Jésus-Christ. En réalité, notre foi chrétienne et son espérance sont une plus-value pour nous emparer de ces objectifs de développement durable. Jésus-Christ, par sa compassion envers les plus démunis et par son enseignement, par son ministère terrestre, nous équipe pour nous mettre en marche, pour transformer notre monde et le rendre plus juste. Aujourd'hui, 800 millions de pauvres sont laissés de côté alors qu'elles marchent sur le même chemin terrestre que nous. Cela me fait penser à la parabole du bon samaritain et à la question qui nous est posée, qui est ton prochain ? Pour agir, je vous propose 3 pistes d'action concrètes, une davantage réflexive et 2 autres très pratiques. Première piste de réflexion, questionner notre rapport au bonheur et au contentement. Notre société consumériste lie souvent notre bonheur à nos biens matériels. Le drame de notre rapport au vivant, c'est que nous n'accordons aucune valeur à des choses qui n'ont pas de prix ou qui ne coûtent rien. Il y a ici un encouragement à renouveler notre regard sur le monde en s'émerveillant. S'émerveiller, c'est redonner de la valeur à notre création, c'est renouveler notre capacité d'observation et de contemplation, ce qui nous amènera non plus à nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, comme le disait Descartes, mais à en être bons gestionnaires. Deuxième piste d'action, s'engager pour plus de justice et contribuer à l'élimination de la pauvreté en soutenant ou en s'engageant avec des ONG œuvrant quotidiennement pour plus de justice sociale. Et je peux témoigner que l'action des ONG change concrètement la situation de millions de personnes chaque jour. Avec Morija, en travaillant depuis plus de 10 années dans une commune au Burkina Faso, la commune de Nobéré, nous avons réussi à changer significativement les conditions de vie de 40 000 personnes. Le site d'interaction regroupe plus de 40 ONG actives sur différentes thématiques et dans différents pays qui feront écho, j'en suis sûr, à des sujets qui vous tiennent à cœur. Troisième piste d'action, questionner nos modes de vie et nos modes de consommation. Un acte aussi simple qu'acheter une tablette de chocolat soulève en réalité de nombreux questionnements relatifs aux objectifs de développement durable. J'ai l'occasion de rencontrer régulièrement des producteurs de cacao au Togo, et la première fois que je les ai rencontrés, j'ai été surpris de constater qu'ils ne savaient même pas ce qu'était du chocolat, qu'ils n'en avaient jamais goûté de leur vie. Anecdotique, me direz-vous, mais symptomatique des contradictions de notre monde globalisé. Pour ma marque de chocolat préférée, quelques questions. La fève de cacao a-t-elle été produite par une agriculture qui respecte l'environnement ? Coupe-t-on des arbres pour planter des cacaoyers ? Le producteur a-t-il été rémunéré à sa juste valeur ? Des enfants ont-ils travaillé dans les champs ? Autant de questions qui peuvent nous orienter vers un achat éthique, que ce soit pour le chocolat ou d'autres aliments ou produits. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage à travers l'agenda 2030. J'aimerais le conclure avec un passage de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, qui est paraphrasé dans le cours Just People. Chaque pas compte, et chaque distance parcourue en vaut la peine. Chaque action que nous menons est un acte d'adoration. Tout peut et doit être fait à la gloire de Dieu, qu'il s'agisse de manger, de boire, de planifier ses vacances ou de s'engager dans la société ou en politique. J'espère que cette exhortation biblique nous encouragera à nous saisir des objectifs de développement durable et à être convaincus que nous sommes équipés pour être le changement non pas que nous voulons, mais que Dieu veut pour le monde. Et cela
bien au-delà de l'année 2030. Voilà, cette édition originale de Vitamine B en partenariat avec Stop Pauvreté se termine. Bonne suite à vous. Voilà, merci beaucoup à Boris Crotoni pour la diffusion de cette vidéo. On va voir maintenant un petit échange avec Benjamin Gass, je le rappelle, directeur général de l'ONG Morija. Benjamin, euh, quel rôle les objectifs de développement durable, hein, ces fameux ODD, jouent pour une ONG comme Morija dans la construction de projets, dans l'élaboration de votre engagement sur le terrain? Alors, pardon, les objectifs de développement durable, que j'appellerai désormais ODD pour aller plus vite, jouent vraiment un rôle fondamental et incontournable pour Morija et pour l'ensemble des ONG. On ne peut pas faire sans aujourd'hui. Euh, comme comme c'était mentionné dans la vidéo, c'est vraiment aujourd'hui le référentiel, le cadre conceptuel auquel se réfèrent toutes les organisations. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ben, par exemple, lorsque nous sollicitons des fonds auprès d'une institution ou d'une fondation, nous mobilisons systématiquement les ODD car ils sont connus et reconnus par tous. Aujourd'hui, dès qu'on parle de l'ODD 6, voilà, pour beaucoup de personnes, ça fait écho, par exemple, à l'accès à l'eau potable. Voilà. Et puis la deuxième raison, c'est que ben, les ONG sont vraiment reconnus comme des acteurs essentiels pour contribuer à l'atteinte de ces ODD. Un des, une des faiblesses des ODD, c'est qu'il n'y a pas de cadre juridique contraignant et qu'il n'y a pas voilà, de fonds qui sont mobilisés par les États pour les atteindre. Et les ONG ben, remplacent en quelque sorte les États voilà, pour atteindre et réaliser ces ODD. Donc, quand tu parles là de faiblesse, c'est une faiblesse plus étatique ou de politique internationale. C'est pas une faiblesse liée directement au contenu des ODD. Non, non, ce n'est pas une faiblesse liée au contenu des ODD, c'est plutôt une faiblesse liée à la méthodologie de mise en œuvre des ODD, c'est-à-dire que les ODD fixent des objectifs, donc par exemple que d'ici 2030, toute la population mondiale ait accès à l'eau potable. Et pour atteindre cet objectif, ben, il faut construire des forages, il faut construire des puits, il faut construire des adductions d'eau potable, et ça nécessite des fonds et des ressources. Et voilà, la méthodologie n'a pas prévu comment enfin lever des fonds pour réaliser ces infrastructures. Et donc, une bonne partie de ces réalisations sont aujourd'hui réalisées par des acteurs non étatiques, même s'il y a des acteurs aussi étatiques qui les réalisent, mais je dirais que plus de la moitié des actions sont réalisées par des ONG. Et ce qui est important de dire en lien avec ces 17 ODD, c'est qu'ils sont déclinés après en de nombreux sous-objectifs. Oui, c'est un peu une usine à gaz parce qu'on a 17 objectifs et puis ensuite on a des cibles ou des sous-objectifs. Il y en a plus, je crois qu'il y en a de mémoire 169 euh, et voilà, qui fixent vraiment une feuille de route et un cap pour atteindre chacun de ces objectifs. Et aujourd'hui, voilà, par exemple, si une association veut réaliser, voilà, contribuer à l'atteinte de l'objectif 6, il ne s'agit pas seulement de faire de l'accès à l'eau potable, mais aussi de construire des latrines, de faire de l'assainissement, de faire de la sensibilisation à l'hygiène. Et tous ces éléments, ces sous-objectifs sont déclinés aussi par les ODD. Donc c'est vraiment une feuille de route assez précise et même un peu complexe. Donc finalement, c'est pas rien que lié à une dynamique un peu de communication pour permettre un peu de classer les ONG selon ces 17 objectifs avec tel ou tel, comme la vôtre, qui serait par exemple spécialisée dans l'eau propre et l'assainissement. Non, alors il y a quand même un travail de communication. D'ailleurs, si on regarde les ODD, il y a chaque ODD est représenté par un pictogramme. Il y a aussi tout un travail de communication, de présentation des ODD qui a été fait afin que vraiment la majorité de la population puisse se les emparer. Mais au-delà, il y a vraiment une méthodologie et un travail de fond qui a été réalisé pour que ça puisse être
décliné et rendu opérationnel sur le terrain. Donc c'est vraiment, quelque chose en effet très, très précis et très concret, pas juste de la com. Alors, ce qui est aussi intéressant de se poser comme question dans ce contexte-là, c'est que on voit vraiment toute une série d'engagements qui sont très concrets. Mais est-ce que finalement, par-delà ces engagements qui sont des engagements de développement ou des engagements humanitaires, il y a aussi un questionnement par rapport à une sorte de changement de système économique qu'il faudrait essayer d'opérer et que vous-même, en tant qu'ONG, vous aimeriez quelque part promouvoir un peu au sein de notre société? Alors c'est pas une question facile qui est posée, là, voilà, qui rejoint le système macroéconomique. Alors, je pense qu'au moment de la conception des ODD, il y avait pas vraiment cette réflexion sur, ou une remise en cause du système économique, mondial, qu'on pourrait dire système capitaliste et libéral. L'idée, c'était quand même que, voilà, que les pays, en voie de développement ou, sous-développés, même si ce n'est pas un terme qui est très approprié, puissent atteindre le niveau, le niveau de croissance économique et le niveau de développement, des pays les plus avancés. Or, depuis 2015, il s'est quand même passé pas mal de choses. Notre monde est en tension. Il y a eu la pandémie de Covid-19. Il y a aussi les effets du dérèglement climatique. Et aujourd'hui, notamment par le prisme du dérèglement climatique, on se rend compte que c'est pas possible que, toutes que tous les pays du monde atteignent ce niveau de croissance et de développement économique. C'est tout simplement, dans un monde fini tel que le nôtre, avec des ressources, voilà, qui sont aussi, finies, c'est pas possible, d'atteindre ce niveau. Donc là, aujourd'hui, on a, vraiment une vraie réflexion sur, voilà, sur le système de valeurs qui sous-tend notre modèle de développement. Et l'idée, c'est de se dire que, ben, pour que les pays du Sud puissent accroître ou se développer, ou que les populations puissent améliorer leurs conditions de vie, ben, il faudrait que nous, pays du Nord, pays très développés, nous acceptions aussi en quelque sorte, de décroître ou tout de moins voilà, d'avoir de, moins de croissance, voilà, moins de biens matériels, moins de déchets, etc., etc. Donc, en Ça, effet, je c'est dirais un qu'en discours. 2015, il n'y avait pas ce mouvement, mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus présent dans les réflexions. Est-ce que vous-même, en tant qu'ONG, c'est un thème que vous essayez de développer dans vos interventions dans les églises, par exemple? Est-ce que ça passe concrètement ce type de discours, ou bien est-ce que finalement vous préférez être orienté directement sur ces perspectives uniquement humanitaires? Alors, je pense que alors, c'est pas vraiment notre mission et notre travail. Malgré tout, on édite un journal d'information mensuel, on organise des conférences, on fait des interventions. Donc c'est quelque chose aussi, bah, qui passe dans le message et même nous, voilà, au sein de l'équipe, c'est pas des choses qui se font naturellement parce qu'il faut aussi que ça nous questionne tous individuellement en tant qu'individus et je pense que de parler de décroissance ou de remise en question aussi de notre modèle de vie et de confort, c'est pas du tout évident, mais malgré tout, c'est quelque chose qui, voilà, qui petit à petit se définit, se construit, qu'on intègre et qui, voilà, qui est aussi diffusé et qui est transmis à nos donateurs. Voilà. Mais par le prisme de la coopération, au développement, voilà, en étant conscient que nos actions ici, même si ça paraît, difficilement concevable, ont un impact, heu, sur les populations, du Sud. Alors, à la fin du chapitre 3 de la brochure, il y a un petit paragraphe où les auteurs appellent à une sorte de renouvellement de nos valeurs pour les chrétiens évangéliques, à une sorte de renouvellement de leurs valeurs. Alors, comment est-ce que, à ton sens, il faut comprendre cet appel à ce renouvellement des valeurs? Renouveler nos valeurs, c'est peut-être un peu fort et je pense que l'expression est certainement, utilisée pour bousculer, interpeller et faire bouger, les lignes. C'est un sujet intéressant qui mériterait d'être discuté et questionné, au sein même des églises. Je pense que pour les chrétiens, quand on parle de valeurs, ça fait souvent écho à la Bible qui est voilà, qu'on considère comme la parole de Dieu, cette parole qui est riche et qui est aussi pratique, qui nous rejoint dans nos problématiques, actuelles. Donc je pense que
comme les auteurs, je pense qu'on a quand même besoin de porter un nouveau regard sur ces valeurs, de les questionner et voilà, on aime souvent dire en tant que chrétien qu'on est à la fois hors du monde et dans le monde et je pense qu'on a peut-être tendance à mettre l'accent sur, l'aspect hors du monde en cultivant une foi qui est un petit peu, un peu hors sol. Et je pense que c'est cela qu'on doit questionner, c'est en quoi notre foi, impacte aussi de manière un petit peu organique, tous les comportements, de notre vie, que ce soit, voilà, notre rapport aux biens de consommation, notre rapport au travail, notre rapport aux loisirs. Heu et je pense que c'est ça que, voilà, que les auteurs nous encouragent à faire. Mais est-ce que concrètement, finalement, toi-même, hein, en tant que responsable d'une ONG évangélique qui tourne régulièrement dans les églises pour présenter vos actions, tu as l'impression parfois qu'autour de valeurs à toi qui te paraissent centrales, les chrétiens évangéliques sont un peu insensibles et finalement peu enclins à un engagement peut-être plus radical en faveur de davantage de justice, en faveur davantage d'amour du prochain au plan global. Encore une fois, c'est pas une question facile, mais qui est, ouais, qui est intéressante. Alors, en tant que directeur d'une ONG chrétienne, mon objectif, c'est d'abord de poursuivre les buts de l'association, c'est-à-dire aider les personnes les plus démunies. Et Moréja existe depuis 1979, donc on va fêter nos 45 ans cette année. Et si nous avons pu réaliser voilà, des centaines de projets et aider des milliers de personnes, c'est aussi grâce à l'engagement et la fidélité de donateurs chrétiens qui étaient sensibles à notre mission et à la justice sociale. Donc je pense qu'il y a, donc, il y a chez les chrétiens, notamment chez les chrétiens évangéliques, il y a toujours eu cette sensibilité à la justice sociale. Néanmoins, en tant que chrétien, et je m'inclus personnellement dedans, je pense que nous devons être vigilants sur les motivations et les valeurs qui nous animent. Euh, Parce que, même si on s'en rend pas compte, on est influencé par le système de valeurs de notre économie, de notre culture et puis on a aussi parfois tendance à hiérarchiser, nos priorités. C'est-à-dire que de ce que j'ai vécu dans les communautés, voilà, il y a des priorités, on ne peut pas tout faire et la priorité souvent, ben, c'est de proclamer l'évangile, de faire des disciples, et puis la justice sociale, c'est quelque chose qui compte, mais qui est peut-être, un sous-objectif qui vient après. Et je pense qu'il y a une nécessité peut-être de penser différemment, de décloisonner et d'intégrer ce thème de la justice sociale qui est aussi fortement lié au thème de la durabilité environnementale, voilà, prendre soin de la création, prendre soin du prochain et de l'intégrer vraiment dans une vision d'église, dans une vision de communauté, sans chercher à cloisonner les choses ou à créer des liens un petit peu, pas superficiels, mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être davantage organique, en fait. Donc finalement, ce que tu dis là, c'est que voilà, l'annonce de l'évangile, c'est fondamental, mais en même temps, ça devrait être couplé à un engagement solidaire et à un engagement durable. Et le tout va ensemble. Oui, oui, je pense que c'est des dimensions qui ne doivent pas s'exclure et qui mériteraient d'être questionnées et travaillées, ensemble. Et aujourd'hui, la situation de notre monde, actuel, ah ben, je pense c'est une opportunité, une incitation assez forte pour justement peut-être se pencher sur ce sujet. Et comment est-ce qu'on fait, toi qui circules dans les églises, comment est-ce qu'on fait pour rendre les chrétiens sensibles et puis peut-être davantage impliqués ou impliqués plus radicalement dans ces perspectives-là? Ben, comme je l'ai dit, on reçoit toujours, enfin, un accueil, favorable, des églises et des chrétiens. Après, il y a quand même un petit enjeu voilà, de sursollicitation, de priorité. Les églises ont leur agenda qui est souvent bien rempli, et puis, voilà, on consacre souvent, un culte, ou un moment dans l'année à ces enjeux de justice sociale. Mais encore une fois, je pense que ça devrait être pensé de manière un petit peu plus, transversale. Et ensuite pour inciter et pour intéresser aux situations,
Nous, on est une ONG plutôt de taille familiale qui, voilà, qui mène une quinzaine de projets. On est assez proche des bénéficiaires. Moi, je me rends régulièrement sur le terrain. J'ai des nouvelles régulières qui viennent des collaborateurs. Donc, les gens sont toujours interpellés par les témoignages, par les parcours de vie. Voilà, on a un centre où on accueille des personnes en situation de handicap. Quand on montre un cas avant, après, c'est toujours très interpellant. Quand on montre des cas de handicap qui ont disparu de la Suisse ou de l'Europe il y a environ 50 ans et qu'on retrouve encore au Burkina Faso, ça interpelle. Et c'est vrai que voilà, là, je parle de manière un peu théorique, mais quand on présente des parcours de vie ou quand on a même des collaborateurs qui viennent sur le terrain et qui incarnent ces projets, voilà, quand on montre des images et des photos, voilà, ça touche, ça prend aux tripes et on arrive souvent à emmener les personnes avec nous. Alors, Benjamin, là, tu as un peu ouvert une ou deux perspectives par rapport aux questions qui viennent maintenant. Tu as eu l'occasion, lors de ton intervention vidéo tout à l'heure, de montrer que c'était important pour des gens de s'impliquer en lien avec une ONG dans la durée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Pas simplement de verser comme ça 100 francs ici, 200 francs là, et à différentes ONG, mais de vraiment, par exemple, hein, s'impliquer avec Morija dans la durée au fil des années. Alors, c'est vrai que l'engagement sur la durée, c'est pour nous quelque chose qui est précieux. On a des donateurs qui nous suivent depuis, voilà, qui nous soutiennent depuis plusieurs, plusieurs décennies, parfois 25, 30 ans. Euh, euh, L'engagement sur la durée, c'est important tout simplement parce que les projets et le changement et les projets de solidarité prennent du temps. Alors, j'ai notamment pris l'exemple de notre intervention dans la commune de Nobéré, où on est actif depuis les années 90. On avait Oui, un centre. raconte-nous un petit peu comment est-ce que Là. votre intervention a opéré des changements sur le terrain. Alors, dans ce village du Burkina Faso, qui compte aujourd'hui 40 000 personnes, ça a été un de nos tout premiers projets. Il y avait beaucoup de malnutrition infantile et beaucoup de décès de bébés à cause de la malnutrition sévère aiguë. Et donc, on a développé et mis en place ce qu'on appelle un centre de récupération et éducation nutritionnelle. C'était une sorte d'hôpital qui a accueilli les enfants malnutris et leurs mamans. Et puis, grâce à un traitement thérapeutique de plusieurs semaines avec des produits laitiers thérapeutiques, on arrivait à accomplir des miracles et à sauver des vies. Au départ, ce projet était géré par des expatriés, par des missionnaires. Puis, petit à petit, voilà, on a réussi à former les équipes locales. Donc, aujourd'hui, c'est un projet qui est totalement géré par du personnel burkinabé. Et puis, il y a une quinzaine d'années, on s'est quand même posé la question de, voilà, on s'est demandé, ben, voilà, on est actif depuis plus de 20 ans dans le village, il y a toujours autant de malnutrition. Donc, le curatif, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer aux racines et aux causes profondes de la malnutrition? Et là, on rejoint ce qui a été évoqué dans la vidéo, euh, le manque d'accès à l'eau potable, les mauvaises pratiques nutritionnelles des mamans parfois, le manque de production agricole, le manque d'éducation. Tout ça, ce sont des différentes dimensions de la pauvreté qui méritaient d'être adressées. Et voilà, pendant 15 ans, on a développé un programme qui s'appelait le programme Colibri, où on a travaillé sur l'axe de l'accès à l'eau potable, de l'accès à l'assainissement. Donc aujourd'hui, le village est totalement équipé en forage. On a appuyé les écoles, mis en place des cantines scolaires, appuyé aussi les agriculteurs afin de leur permettre d'accroître les rendements agricoles, développer des groupes d'épargne et crédit. Voilà, c'était vraiment un gros programme qui était un des programmes essentiels de Morija, mais qui, au bout de 15 années, a porté du fruit, puisque on a des indicateurs d'impact, enfin, des chiffres qui nous montrent que aujourd'hui, la malnutrition a reculé et on accueille pratiquement plus d'enfants malnutris venant de la commune de Nobéré. Donc, même si la situation au Burkina ces dernières années s'est péjorée de manière majeure. Oui, oui, alors le Burkina, comme c'était aussi évoqué dans la vidéo, c'est un pays qui est vraiment très impacté par l'insécurité, par l'extrémisme religieux. Et là encore, les ONG ont un rôle à jouer. Et dans toutes les régions où Morija intervient, pour l'instant,
on a le privilège et la «chance» entre guillemets de ne pas être impacté. Mais voilà, aujourd'hui, le Burkina est un des pays qui souffre le plus sur cette planète et il est important que les ONG, continuent leur action, heu, voilà, pour améliorer les conditions de ces personnes. Benjamin, qu'est-ce que tu souhaiterais de la part des donateurs qui aimeraient s'engager dans la durée auprès d'une ONG? Est-ce que tu as des attentes, qu'ils s'intéressent, qu'ils viennent peut-être davantage à vos assemblées générales, qu'ils participent de manière plus directe à ce que vous faites? Oui, tout à fait et je pense que ça rejoint beaucoup de sujets qui ont été évoqués sur, la manière dont on pense le monde aussi. Quand voilà, on réalise des projets, on les réalise avec, les personnes sur place. On plaque pas des solutions toutes faites, qui sortent de notre chapeau, et avec nos donateurs et avec notre, entre guillemets, «notre communauté de donateurs», on a aussi ce souhait de, voilà, de communiquer, de se rencontrer. Donc, nos locaux au Bouvray sont les portes de nos locaux sont ouvertes. On accueille régulièrement des donateurs et des bénévoles, voilà, qui peuvent partager du temps, des compétences, des conseils. Donc l'idée, c'est de se dire que, voilà, aider une ONG, c'est pas juste une relation entre guillemets, «numéraire» et financière. Il y a d'autres dimensions, des dimensions humaines, de partage, de connaissances, de savoir, de convivialité. On réalise régulièrement aussi des événements où on invite nos donateurs et et ça, c'est pour moi, c'est fondamental. Voilà, c'est je pense une autre, vision et perception aussi du rapport du donateur à l'organisation. Benjamin, merci beaucoup hein, d'avoir accepté de répondre à mes questions, peut-être parfois un peu pointues. Je rappelle que tu es le directeur de l'ONG Valaisanne Morija et que voilà, tu te rends régulièrement à la fois au Togo, au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays de l'Afrique. Oui, 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 le Tchad et le Cameroun, là, alors, depuis que je suis devenu directeur, j'ai malheureusement moins l'occasion de me rendre sur le terrain, mais je m'y rends toujours, voilà, quand même régulièrement. Mais là, j'ai reçu aujourd'hui des photos de mes collègues qui sont dans le sud du Tchad, à Koumra et ça me faisait fortement envie d'aller retrouver, voilà, mes collègues et surtout d'aller au contact des personnes et des communautés villageoises. Ouais, c'est vraiment ce qui me motive.